Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des résultats de Microsoft pour le deuxième trimestre 2025 qui est pour eux en décalé et c'est aussi leur résultat annuel, on va en reparler. Le titre va a priori ouvrir à un plus haut historique, sachant que j'ai une position, on va essayer de répondre à la question est-ce que je conserve? Est-ce que la valorisation s'est complètement emballée? On va regarder tous les chiffres ensemble, la valorisation, on va rentrer dans les documents financiers comme d'habitude et je vais découvrir les chiffres avec vous. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un conseil en investissement, je vous partage mes chiffres, ma vision des choses sur une entreprise, mais chacun prendra ses propres décisions avec son argent au final. Microsoft, pour moi c'est une ancienne position, je la suis dans le temps, tout simplement parce que je l'ai quand même en portefeuille, ça c'est une ancienne position assez petite, c'est une position que j'avais construite, d'ailleurs on va aller voir le graphique, comme quoi parler long terme. Vous voyez, je l'avais construite ici entre 2019 et 2020. Et 5 ans plus tard, on est à plus de 130% sur le titre. On va aller regarder les résultats, comprendre pourquoi il y a autant d'euphorie autour de ce titre. J'imagine que les résultats sont bons. J'ai regardé très rapidement ce matin et j'ai fait un post dans le school, mais j'ai pas du tout regardé en détail les chiffres. Donc je pense qu'ils sont bons, mais on va regarder tout ça ensemble. Je voulais aussi mentionner le fait que, vous savez, je dis souvent que vendre des belles entreprises gagnantes, tant qu'elles exécutent, c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire, tant qu'elles sont en train de suivre le plan d'investissement. Mais il y a un moment, si la valorisation est complètement folle, pourquoi pas sortir sa mise de départ ou faire un DCA inversé, à réfléchir. Je me suis amusé aussi à calculer, ça nous servira plus tard pour les ratios de prix, la capitalisation boursière. On vient de passer les 4150 milliards de capitalisation boursière. Donc, deuxième plus grosse entreprise du monde. Ils doivent être juste derrière Nvidia, à mon avis. Donc, voilà un petit peu le cadre de la vidéo. Je vous fais des rappels rapides sur pourquoi je suis investi sur cette entreprise depuis quelques années, quelle a été ma thèse d'investissement au départ, et ensuite, on va aller directement dans les documents financiers, regarder ma valorisation, etc. L'entreprise, rappel important. Je suis rentré sur Microsoft quand j'ai constaté qu'ils étaient en train de ne pas rater le passage d'un modèle de la vente de logiciels à des revenus récurrents. Si vous vous rappelez les anciens Excel, Microsoft, Windows, etc., c'était des CD, on achetait le CD, puis après on en rachetait un, deux, 3 ans plus tard quand il y avait eu des nouvelles versions. Et ils sont passés complètement vers un business model avec maintenant du B2B, donc ils vendent à d'autres entreprises, aussi aux particuliers, mais quand même beaucoup aux entreprises. Ils n'ont pas raté non plus le tournant du cloud, ils ont des revenus récurrents, donc du coup, aussi bien sur les logiciels que sur le cloud. Office 365, c'est une vraie machine à absorber les nouvelles innovations et à les intégrer dans un abonnement de 5-6 dollars par mois par employé. Et ils ont vraiment créé un écosystème incontournable dans l'informatique, dans le logiciel, mais aussi dans le cloud, dans l'intelligence artificielle dans laquelle ils investissent massivement. Et vu ce qu'ils investissent, je veux que ça paye sur le chiffre d'affaires, on va le regarder après. Et ici, vous voyez, vous avez les résultats du trimestre d'avant qu'on avait fait en vidéo. J'avais mis d'ailleurs à jour mes chiffres, comme je vous le disais, et je vais vous les remontrer. Et je vais voir si on est en ligne maintenant qu'on a fini l'année fiscale. Aussi, c'est un business sur lequel on a vu les croissances réaccélérer récemment. Est-ce qu'on est en train d'encore plus accélérer? On va regarder ensemble le nouveau press release. Et je voulais vous montrer aussi et le rappeler, dans le temps, les marges de ce business se sont améliorées. Parce qu'encore une fois, revenus récurrents, business dématérialisé, rétention client, etc., etc. Donc vraiment un business d'une qualité vraiment impressionnante et ça fait longtemps que je le dis et c'est pour ça que je l'ai toujours en portefeuille et j'ai pas vendu malgré les valos qui peuvent être élevés parfois. Alors, qu'est-ce qui a été publié? Pardon, je voulais le press release. Il est là. Chiffre d'affaires 18% d'augmentation là sur un an du coup, en comparant les quatrièmes trimestres qui, d'ailleurs pour eux c'est quatrième trimestre, mais pour nous c'est le deuxième trimestre. Et dans mon fichier de valo, vous voyez, je l'ai bien écrit ici. En fait, ils viennent déjà de finir 2025 parce qu'ils publient en avance. Mais bon, ça change rien au final. Et vous voyez, moi j'avais prévu 279 milliards de chiffre d'affaires pour toute l'année. Et vous savez quoi, on va déjà les regarder ensemble. Comme ça, ce sera fait. Normalement, c'est le numéro 8 ici, tout à fait. 281. Donc, ils ont fait mieux que mon analyse. Bon, tant mieux, hein. Mais ouais, incroyable ce business. Bref, revenons à nos moutons. Je voulais pas aller sur le time game, on y est déjà allé, c'est pas grave, je voulais y aller plus tard. Croissance sur le cloud, hyper important pour moi, plus 26%. Et on avait fait combien le trimestre d'avant? Elle est où? Plus 21. Les croissances sont en train de s'accélérer. Sur 365, on avait fait 11 et on vient de faire 16. Je vous fais la réaction en direct, c'est incroyable. Le business, là vous voyez comme quoi il n'y a pas de lire un article de journal, un résumé, là je suis dans les documents avec vous, je les ai
à peine regardé. La seule chose que j'ai fait ce matin, dans le school d'ailleurs, pour ceux qui veulent nous rejoindre, lien en description, et aussi pour le programme, pour ceux qui veulent nous rejoindre avec l'aspect formation, vous avez le lien en description, et merci à ceux qui nous ont rejoints d'ailleurs, aussitôt qu'aujourd'hui. Bref, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste comparé le chiffre d'affaires, et j'avais vu les croissances, et j'avais pas encore comparé au trimestre d'avant, et j'avais juste vu que le chiffre d'affaires, j'avais fait un peu mieux. Et là, en fait, on est même en train, je vous le disais, de faire mieux que le trimestre d'avant, donc on est en train d'accélérer, et c'est impressionnant. Bref, revenons à nos moutons. Globalement, les résultats ont l'air excellents. Maintenant, je voulais regarder avec vous le rapport annuel. Ce qu'on va faire ici, et ensuite je vous emmènerai voir toutes les courbes, etc., parce que c'est plus visuel. Mais j'ai conscience que c'est aussi... Enfin, il faut regarder les documents financiers, parce que de toute façon, vous allez le voir, on va devoir faire les ratios de prix à la calculette. Les logiciels, ça met toujours une petite semaine à se mettre à jour. Donc au final, moi j'en reviens tout le temps à la bonne vieille calculette et aux documents financiers. Mais on peut faire les deux. Donc net income, 101 milliards. Je vais me marrer dans cette vidéo, je crois. Ça nous fait une marge à combien, ça? 101 divisé par 281 à la louche. Presque 36% de marge nette. Et j'avais mis combien dans l'analyse? Moi, j'étais à 32. Ouais, voilà, ils sont encore en train de faire mieux que ce que j'avais prévu. C'est impressionnant. Alors ensuite, je voulais regarder... On va passer rapidement, parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. On est déjà bien avancé dans la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Alors, cash et cash équivalent, 94 milliards. Ils ont de la dette et ils en avaient levé à l'époque, je le sais, mais bon, ils investissent énormément. On va voir après les capex. Ils ont de la dette, mais ils peuvent la couvrir. Je suis pas inquiet pour la santé financière de cette entreprise. Par contre, où je suis un peu plus, où je serais prudent, même si c'est une très belle entreprise, je vérifie toujours les cash flows parce que je sais qu'ils ont énormément de capex. Et ça, faut le regarder. Cash issu de l'opération, 136 milliards. Encore plus que le net income. Il faudrait calculer la marge sur les flux de trésor opérationnels, mais elle doit être à plus de 40%. Vous savez quoi, on va la faire. 136 divisé par, on avait dit 280 de chiffre d'affaires de tête. Si c'est pas ça, vous me le direz. 48%. Ça c'est dit, voilà, tout est dit. Capex, ils sont où ici? Ah ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Ils investissent énormément d'argent, notamment en IA et dans les serveurs. Regardez, 64 milliards de Capex pour 2025 contre 44 en 2024 contre 28 en 2023. Oui, le cash issu d'opération explose, mais le cash investi pour faire croître et maintenir le business explose aussi. Mais vu que moi derrière ça me fait accélérer la croissance, comme on l'a vu entre les différents trimestres, et ça me fait augmenter les marges, et d'ailleurs ils le disent, ils l'avaient dit le trimestre d'avant, ils voient vraiment que ces outils IA sont en train d'améliorer leur business. Il y a une demande client énorme sur les capacités de calcul parce que tout le monde ne peut pas avoir des serveurs avec des cartes graphiques Nvidia, AMD, etc. Et les petits, en fait, ils lootent la puissance de calcul à Amazon, à Google, à Microsoft évidemment, et c'est un business hyper rentable pour les serveurs. Et il faut bien que quelqu'un le fasse parce que ça demande énormément d'argent et tout le monde ne peut pas se payer des serveurs et des installations énormes pour le calcul. Ensuite, rapidement, ils ont racheté les actions. On vérifiera plus tard qu'ils peuvent le faire, mais bon, on voit déjà que c'est le cas. Hein. Si vous prenez les flux de trésorerie disponibles, rappel, un cash et cette opération, moins les capex pour les flux de trésor disponibles, free cash flow en anglais. Ils nous ont mis où notre dividende? Parce que je sais qu'ils nous payent un petit dividende. Il est là. Pas si petit que ça, 24 milliards de dividendes, mais ils peuvent le payer aussi hein, de tête. On le verra après sur les graphiques. Ils génèrent énormément de cash malgré qu'ils investissent énormément, 64 milliards. Et bref, hyper bien. Enfin bref, il n'y a pas grand chose à reprocher. Il y aurait un truc à dire qui serait embêtant si ils n'avaient pas autant de cash généré et si les investissements qui sont énormes, je le répète, hein, les capex sont énormes, mais si ces investissements ne payaient pas en croissance, je serais très inquiet. Mais en fait, ils sont en train de nous démontrer que c'est l'inverse. Ils font mieux que mes chiffres, ils font mieux que le trimestre d'avant. Rien à dire, bravo à l'entreprise. Bon, on va quand même aller regarder tous les graphiques et après, il faudra voir la valo parce que il y a encore peu, elle s'est changée pendant la baisse d'avril sous les 400 et à ce moment-là, je trouvais la valorisation pas si élevée que ça. Et je l'avais dit en vidéo d'ailleurs, je pense que le dossier était intéressant en avril. Vous retrouverez la vidéo sur la chaîne, de toute façon, elle est là où je le dis. Et là, par contre, à 556, il faut quand même aller regarder les valos. Bref, revenons à nos moutons, je me suis perdu dans mes pensées. Croissance annuelle composée du chiffre d'affaires sur 10 ans, plus de 11% par an. Pas grand chose à dire à part bravo. Les médianes de marge sur flux de trésor, on est à presque 30%, marge brute à presque 70% en médiane et marge nette à plus de 32% en médiane. La qualité est là, il n'y a rien à dire. Flux de trésorerie disponibles, vous les avez ici
avec et sans les compensations en actions destinées aux employés retranchés. Vous voyez aussi en bleu là, si vous vous demandez ce que c'est les CAPEX, c'est les investissements dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense que vous voyez que la courbe est en train d'accélérer. Ils investissent énormément. Par contre, ils peuvent se le payer sans souci. Regardez, en marron, vous avez le cash issu des opérations. Et pour obtenir le free cash flow, vous prenez le cash issu des opérations auquel vous retranchez les capex et vous trouvez la courbe bleu foncé. Comme quoi, tout est lié. Et c'est pour ça aussi que j'adore la finance. Et enfin bref, tout est lié. Et ces mécaniques qui reviennent, en fait, elles vous permettent vraiment de comprendre un business en profondeur une fois que vous les maîtrisez. Encore une fois, ils investissent énormément et malgré ça, ils ont beaucoup d'argent généré. C'est une vraie machine à cash. Qu'est-ce qu'on fait de ce cash du coup? Je vais zoomer un peu parce que là, le graphique, on va se mettre que sur les dernières années, que ce soit plus lisible. Vous avez en violet les rachats d'actions, vous avez en bleu foncé le dividende, le free cash flow sans les compensations en actions destinées aux investisseurs permet largement de couvrir le dividende et le rachat d'actions. Le cash a baissé récemment, la dette a aussi un peu baissé récemment, même si là ils en ont repris un tout petit peu, mais on n'est plus sur les points hauts de 2023. Et globalement, le bilan comptable, il est propre, mais il est à surveiller. Parce que si demain, imaginez que les flux de trésor que je vous ai montrés avant venaient à s'écrouler, notamment si le cash issu d'opération s'écroulait et qu'il ralentissait pas les capex et vice-versa, ça peut continuer aussi à exploser. Il faut le suivre dans le temps, c'est tout. Mais ce serait à surveiller, hein, parce que, ok, ils ont du cash total qui permet juste de rembourser la dette, mais ils dépensent quand même beaucoup en rachat d'actions et en dividendes. Ce sont des choses qui peuvent être coupées, mais c'est quand même à noter. Le dividende, vu qu'on en parlait, augmentation depuis 10 ans composée d'une dizaine de pourcents par an, et sur 5 ans, pareil de 10% par an. Rien à dire, le rendement est assez bas, mais vu l'appréciation du titre, c'est normal aussi. Et le taux de distribution, ils peuvent largement le payer. De toute façon, vous l'avez vu sur le graphique d'avant, vous pouvez le faire à la calculette, mais le logiciel le calcule pour nous. Le taux de distribution des flux de trésor, il est à 35%. Ils peuvent le payer. Et si vous avez l'appréciation face au S&P 500, rien à dire. Le graphique parle par lui-même avec et sans les dividendes réinvestis. Maintenant, c'est bien joli tout ça, mais combien ça se paye? Et là, je pense que ça va se payer cher. Faut pas rêver. Si vous avez les ratios de prix ici avec les chiffres du trimestre d'avant, comme je vous le disais, les logiciels, si on veut les chiffres très récents, on est obligé de les faire à la calculette. Et on va se les faire d'abord à la calculette et ensuite on regardera le graphique surtout pour la tendance. Quoi, vous savez qu'on va le faire maintenant, la tendance. Je pense que vous constatez que le business se paie cher historiquement par rapport aux tendances historiques. Et c'est logique parce qu'en fait, sur plus de 10 ans, comme je vous le disais, c'est ça qui m'a fait rentrer sur la boîte en 2019 et 2020. En fait, le business s'est énormément amélioré. Les marges ont augmenté dans le temps. Regardez ici, hein, les marges dans les années 2014-2015, elles ne sont pas au même niveau qu'aujourd'hui. Hein. On va prendre typiquement marge nette aujourd'hui 35%. À l'époque, entre 10 et 20% les bonnes années, et ça commence à s'améliorer à partir de 2019-2020, où on passe les 30% et ensuite on revient littéralement jamais en dessous. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce switch dans le business model dont je vous parlais tout à l'heure. Ils n'ont pas raté le tournant vers les revenus récurrents. Et ça, c'est la base de ma thèse d'investissement sur cette boîte. Bref, je me suis encore perdu dans mes pensées, vous m'excuserez. Je voulais calculer avec vous les valos. On a dit que la boîte faisait 4150 milliards de market cap à peu près à l'ouverture. On verra où on sera à l'ouverture. On va se faire d'abord le PER et puis on se fera aussi le prix par rapport au chiffre d'affaires. Alors ils sont où? Ok, compte de résultats, on vient de le retrouver pour l'année, hein, donc on est en 12 mois glissants, l'année vient de finir. On serait à 101 milliards de bénéfices, je vous le fais en direct comme ça vous voyez la démarche, divisé par 4150 milliards de capitalisation boursière, c'est marrant. 1 sur 0.024. Prix par rapport au bénéfice à plus de 40 à 41 avec les derniers chiffres et la cotation à l'ouverture. Et si je nous fais le prix par rapport au chiffre d'affaires, donc on va se prendre les 4150 milliards de dollars de market cap qu'on va diviser par chiffre d'affaires, vous l'avez sous les yeux là dans le compte de résultats 281, plus de 14 fois le chiffre d'affaires. Et vous le retrouvez sous les valos ici. Ah oui, ça se paye cher historiquement. Clairement. Ça se payait beaucoup moins cher en avril. Hein. Vous voyez le graphique là au niveau, je vais zoomer un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez, mais si vous suivez ma souris, vous le voyez ici. Hein. Les valos sont en train d'exploser. Du coup, conclusion. Mes chiffres sont généralement conservateurs. Et à ce prix,
Vous voyez, de toute façon, mon prix prêt à payer, il est dans les 350, 360 $. Donc à 550 à l'ouverture, j'achète pas. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'en avril, on était à 360, 350, et j'avais fait une vidéo, d'ailleurs, je crois que c'était en avril ou en mai, il faudra retrouver, où justement, sur les niveaux où on était, je me disais, la Valo me choquait pas. Aujourd'hui, à 550, par contre, non, j'y vais quand même pas. Mais comme quoi ne jamais dire jamais en bourse, parce qu'on peut retrouver des points bas si on a des peurs sur le marché. Et d'un autre côté, la valorisation, elle n'est pas choquante à mes yeux. Oui, elle est chère en ce moment, l'entreprise. Oui, je ne l'achète pas à ce prix-là. Mais non, je ne vais pas vendre ma position. Parce que, ben, vous voyez, moi j'avais prévu 14% de croissance sur le chiffre d'affaires en 2025. On a fait mieux, puisqu'on a fait plus de 279 milliards de chiffre d'affaires, on en a fait 281. Et moi j'avais prévu un bénéfice de 89 milliards, ils ont fait plus de 100, 101. Donc il y a un moment, l'entreprise, elle fait mieux que ce que j'ai prévu, et je la conserve, je ne vais pas parier contre elle. Je ne vais pas aller payer des impôts, je ne vais pas me séparer d'un titre qui continue de me satisfaire et de faire ce que je veux. Donc je le conserve. C'est dans le fond du portefeuille, le suivi est hyper simple à faire, en plus c'est une entreprise très mature, très facile à suivre, tout le monde l'analyse, elle a pignon sur rue, etc. C'est une entreprise qui est super facile pour moi à conserver en portefeuille, elle ne me prend pas beaucoup de temps en termes de suivi. Par contre, oui, si un jour elle venait à corriger fortement, sur une peur, on peut avoir des peurs sur l'IA, on peut avoir un marché qui corrige dans son ensemble, etc. Personne ne connaît l'avenir, ne jamais dire jamais en bourse. Les certitudes, pour moi, je les laisse en dehors de la bourse. Et ben pourquoi pas. Mais voilà, je vais continuer à suivre mon dossier dans le temps. Bravo à ceux qui sont dessus, bravo à tout le monde. Et d'ailleurs, de toute façon, vous l'avez au Nasdaq, au S&P 500, dans les ETF Monde, etc. Elle tire le panier vers le haut. Et pour de bonnes raisons, pour de très bonnes raisons. On a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. En tout cas, comme je vous le disais, pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté, vous avez les liens en description. Et pour ceux qui veulent aller aussi plus loin dans la partie apprentissage avec tous les modules de formation, de l'accompagnement aussi disponible en option, etc., vous avez les liens vers le programme en description, et le programme donne aussi évidemment accès à la communauté. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.